Donc Benoît est né en 1967 dans une jolie ville qui s'appelle Brest. Mais t'es né où? T'es né où? Saint-Renan. Ah bah c'est combien de kilomètres de Brest? Ouais, mais quand même, t'es pas... Bon. Saint-Renan. Et t'as vécu en Bretagne, mais aussi en Afrique ou pas? Également, à Dakar. Ouais. À Dakar? Bon. Alors ensuite, tu as une licence d'histoire. Est-ce que le plus beau métier du monde, Benoît, c'est prof? Sans doute, mais en fait, j'y ai pensé en écoutant l'échange d'avant. Vous vous souvenez tous que quand il y a eu le confinement, on s'est retrouvés, pour ceux qui sont papa ou maman, à jouer les profs d'un ou deux ou trois, parfois quatre de nos enfants, oui. Et à découvrir qu'en réalité, c'est un métier. Devant la difficulté d'assurer les attendus dans leur classe et de les suivre, que c'était un métier pour lequel on avait effectivement besoin d'avoir des gens compétents, si possible bien payés, soucieux justement de pouvoir s'épanouir dans leur travail, parce que quand c'était difficile pour nous de suivre nos propres gamins, qui étaient 1, 2 ou 3, il faut imaginer ce que c'est une classe de 20, 25, 30, 35, avec des trajectoires différentes, avec des attitudes, des attendus en termes de compétences, en termes d'aptitudes, en termes de connaissances. Bref, oui, je crois que c'est un métier absolument incroyable. Alors, on va parler de Singa, c'est le sujet, mais de ta période ministre, ton meilleur et ton pire souvenir. On commence par le meilleur. Oh non, on parle pire, parce que le pire, il est pire. Il est vraiment Allez, horrible. on parle le pire. Le pire, non, mais le pire, il est vraiment terrible. C'était quand j'étais ministre de l'Éducation nationale et que j'ai, le dernier jour de l'année, une enseignante qui s'appelait Fabienne Terral-Calmet a été à Albi assassinée dans sa classe en maternelle. Et donc, c'était évidemment sans doute le pire jour de ma vie de ministre que de devoir assister à cela, et en tout cas de parler à propos de cela. Et le meilleur, en fait, alors après je ne sais pas s'il est le meilleur pour les assureurs, mais j'ai fait une loi qui s'appelle la loi Hamon, qui a changé les règles du jeu en matière d'assurance, pas que, aussi sur le crédit à la consommation, on a créé l'action de groupe. Et c'était un bon souvenir parce qu'on a essayé de redonner du pouvoir aux consommateurs. Oui, puis tu as cassé des choses, quoi. On a cassé des choses. Je me souviens d'assureurs qui me disaient... Vous cassez un modèle économique, vous tuez l'assurance française, juste parce qu'on allait permettre la rupture du contrat à la date du choix en matière d'assurance habitation, d'assurance automobile. Apparemment, l'assurance française va bien. Oui, et donc, ça continue à collecter. Donc voilà, c'est un beau souvenir de pouvoir fabriquer une loi et de redonner du pouvoir aussi aux consommateurs, surtout quand le marché l'exige. Septembre 2021, donc tu arrêtes ta politique, hein, c'est comme disait, on en parlait tout à l'heure, Denis Charvet, c'est la petite mort, donc voilà, tu fais un choix, tu as fait un choix, tu t'es dit je passe à autre chose, c'est le moment de faire autre chose? Oui, en même temps, j'ai pas l'impression d'être, d'une rupture. J'ai fait un choix qui est celui aujourd'hui de directeur général d'une ONG qui est dédiée à l'inclusion des personnes réfugiées. C'est pas le sujet le plus facile dans le débat politique, c'est pas le sujet le plus facile en général. C'est une ONG française qui est devenue internationale, qui existe aujourd'hui dans 7 pays européens, qui se développe en Europe orientale, qui se développe sur la rive sud de la Méditerranée, en Amérique du Nord, essentiellement, sinon quasi totalement financée par des partenaires privés, donc on ne dépend pas de l'argent public. Il y a un budget de combien, Benoît? Aujourd'hui, on est à 7 millions d'euros à peu près, et on développe des incubateurs qui sont dédiés à la création d'entreprises par les personnes réfugiées. En Europe, chaque année, il y a 150 startups qui sortent de nos incubateurs et qui sont créées par des personnes réfugiées. Alors ça peut être des petites entreprises aussi, ça peut être, je le disais tout à l'heure, une maman djiboutienne qui va créer un traiteur sur la ville de Nantes, mais ça peut être des startups dans la tech, dans tous les domaines. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a aujourd'hui en France, pour vous donner quelques chiffres, 10,3% selon l'INSEE d'immigrés. Mais dans les immigrés, on compte les naturalisés. Quand on regarde la population strictement étrangère, il y a 7,7% d'étrangers. D'ailleurs, au passage, quand on interroge les Français dans une enquête de l'Institut Ipsos chaque année, ils pensent qu'il y en a 27%. Ils pensent 20 points de plus que la réalité. Mais c'est pareil au Brésil, c'est pareil en Colombie, c'est pareil aux États-Unis. On surestime d'à peu près entre 15 et 20 points le nombre d'étrangers dans le pays. Mais il y a 7,7% d'étrangers, et parmi les entrepreneurs, ils sont 15%. Il y en a 2 fois plus. Et quand on regarde, par exemple, les statistiques qui nous sont données par l'administration allemande, 43% des entreprises de tech en Allemagne sont créées par des personnes nouvellement arrivées ou par leurs enfants. Et pourquoi? Alors, d'abord parce qu'il est plus difficile d'accéder à l'emploi quand on est étranger, et donc il y a une plus grande attirance pour le fait de créer son propre emploi. Ils ont faim, ils ont envie de réussir aussi. Et puis parce que la migration crée des aptitudes, par la résilience, le sens de l'innovation, l'agilité et des aptitudes pour l'entrepreneuriat qui se retrouvent dans à peu près tous les pays développés. C'est assez intéressant de voir donc là où on est persuadé, ou en tout cas
beaucoup des préjugés, des idées reçues qui circulent sur les nouveaux arrivants sont de dire ils sont un coût pour la collectivité. On est capable de démontrer sur tous les postes, retraite, assurance maladie, emploi, qu'en réalité c'est le contraire. La seule caisse, savez-vous, qui est déficitaire en France à cause des étrangers, c'est laquelle? C'est les accidents de travail. Parce qu'ils sont exposés évidemment à des tâches beaucoup plus difficiles. Et je rajoute, et ça devrait nous dire quelque chose quand même, c'est que, puisqu'on parle des retraites, en travaillant chez Singa, dans le plaidoyer là, sur lequel on travaille, je m'étais posé la question et j'ai appelé quelques économistes pour savoir si mon raisonnement était faux ou pas. J'aurais dit, mais vu que les travailleurs étrangers sont surreprésentés dans les métiers pénibles, leurs pensions sont souvent en moyenne plus faibles, et en plus ils vivent moins longtemps. Est-ce qu'on peut donc dire aujourd'hui, est-ce que c'est un raisonnement juste ou pas, de dire que les cotisations des travailleurs étrangers, je ne parle même pas des sans-papiers qui cotisent, n'ont pas de titre de séjour et n'auront pas leur retraite en France, donc cotisent eux, vraiment pour rien pour eux, mais pas pour rien pour ceux qui sont retraités. Est-ce qu'on peut dire que les cotisations des travailleurs étrangers, finalement, alimentent la solidarité en France? Et s'il n'y avait pas de travailleurs étrangers, quel serait l'âge légal de départ à la retraite qu'il faudrait choisir pour équilibrer le système? Il t'a dit quoi, le monsieur 67, 68, 69 ans. En fait, il n'y a pas de modèle. Tout le monde m'a dit, bah, si tu peux nous payer une recherche dans ce domaine-là, on fera la recherche. Donc, j'ai pas les moyens, moi. Et avec Singa, encore, on ne les a pas. Mais en réalité, aujourd'hui, nous savons que, évidemment, le système par répartition, c'est un système de solidarité intergénérationnelle. Mais il y a indiscutablement une solidarité des travailleurs en métiers pénibles, français d'ailleurs ou étrangers, à l'égard de tous les autres. Et c'est bien de le dire quand on parle des retraites et qu'il y a des travailleurs invisibles qui, eux, en réalité aujourd'hui, ont une contribution nette à notre système de retraite. Alors ces gens, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des nouveaux arrivants. Et il y a une nuance dans les propos, non? Alors oui, nous, on n'aime pas dire migrants, en fait. Migrants. Et pourquoi? Parce que le mot migrant, si vous regardez bien, quelqu'un peut être là depuis 20 ans, on va encore le caractériser comme migrant. Alors que l'histoire de sa migration, c'est peut-être l'histoire d'un mois dans sa vie. Et nouvel arrivant, ça dit juste quelqu'un qui rejoint une communauté, la communauté nationale ou la communauté d'un territoire, s'y inscrit avec du potentiel, du talent, parfois des difficultés, des chagrins, mais s'inscrit dans cette communauté-là. Alors je ne suis pas un bisounours, je vois bien tous les problèmes qui sont liés à la question de l'inclusion ou de la non-inclusion, mais si on réfléchissait à cette question de l'inclusion et à la manière dont on considère aujourd'hui ces femmes et ces hommes comme ayant du potentiel, des talents, et la manière dont ce talent peut bénéficier à la communauté, et un peu moins comme une source de problème, ça changerait les choses. Et puisque j'adore l'histoire, j'ai retrouvé dans nos livres d'histoire un concept qui est français, que vous devez connaître les uns et les autres, qui s'appelle le privilège de la terre de France. Le connaissez-vous? Ce privilège de la terre de France, c'est un vieux principe du droit français qui n'est pas né de la Révolution française, mais avant la Révolution française, et qui prévoyait que quiconque était un serf ou un esclave se voyait libéré dès lors qu'il foulait le sol de France. Et celui qui a créé cela, et qui a humanisé les personnes qui étaient renvoyées à l'état de choses parce qu'ils étaient esclaves, c'est Louis X le Hutin, vois-tu, le Hutin qui veut dire le gaillard, le bagarreur, etc. Et Louis X le Hutin dit nous sommes des Français, à l'époque des Francs, et franc étymologiquement renvoie au caractère justement hardi, gaillard, mais aussi à la liberté, la franchise de. Et il dit donc quiconque est franc doit être libre. Et donc quiconque foule le sol du royaume de France doit être libéré. Et ben, ce privilège de la terre de France, qui a ensuite finalement aussi inspiré ce qui est probablement les réflexions de beaucoup des penseurs des Lumières, c'est quelque chose qui est attaché à l'histoire de la France, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas seulement attaché à la Révolution française, mais qui voulait que quiconque venait ici était réhumanisé. Et je le dis parce que, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le mot migrant? Parce qu'on trouve qu'il déshumanise. Parce que derrière, c'est des statistiques, des nombres, et qu'on ne regarde pas la singularité des personnes. Et donc, chaque année, Benoît, tu as combien de dossiers? C'est quoi les critères pour aider un dossier? Parce que tu parlais de la dame de Nantes, là, que vous avez aidée, et qui a monté sa boîte, sa petite boîte, moyenne boîte, grande boîte. Il y a beaucoup de dossiers de candidats? Alors, des candidats, on en a beaucoup. En fait, on incube dans une dizaine de villes en France. On a plusieurs incubateurs en Suisse, en Allemagne, en Espagne, donc au pays catalan aussi, en Belgique, au Luxembourg, au Canada.
Et on a donc des centaines, des milliers de candidats. On ne retient pas tous les projets parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les épaules pour. Mais on est le premier réseau européen pour l'incubation des programmes et des entreprises créées par des réfugiés en Europe. On lance cette année un fonds d'investissement avec un partenaire qui s'appelle Impact Partner et qui va être dédié au scaling de toutes ces boîtes qui cherchent des investisseurs et qui peinent à en trouver. Et puis, ça fait partie de la diversification parce qu'on veut changer le narratif sur les migrations. Singa est devenu concessionnaire avec la chaîne de télévision Arte de la Gaîté Lyrique à Paris depuis le 1er janvier. Et nous allons aussi repenser la programmation de cet établissement culturel pour qu'on vise l'inclusion et davantage d'inclusion. Et c'est aussi un des lieux dans lesquels on va accueillir un certain nombre des entrepreneurs. Alors, l'entreprise créée par les réfugiés, c'est pas que de la nouveaux arrivants, Benoît, pas de blague. Hein. Ouais, c'est pas que les secteurs en tension, comme on dit. Ouais. C'est beaucoup de la Quoi, tech. par exemple? Alors, donc, qu'est-ce que tu as? 3-4 exemples d'entreprises créées. Je sais pas, une entreprise allemande qui s'appelle Carbon Mobile, un des premiers smartphones entièrement en fibre de carbone, incubé par Singa. En France, c'est un traiteur qui marche très très bien, qui s'appelle Meet My Mama, qui aujourd'hui marche très très bien. C'est vraiment dans tous les domaines. Puis et vous les suivez un peu? C'est-à-dire que vous les aidez à démarrer? Et parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui meurent dans les 3 prochaines années, enfin dans les premières années. Ça arrive pour tout le monde, qu'on soit réfugié ou pas. Et donc, vous les suivez un peu, vous les accompagnez? Absolument. Et on a une espérance de vie de nos entreprises qui est largement supérieure à la moyenne des incubateurs dits normaux, c'est-à-dire qui incubent des projets sans sélectionner des projets venant de personnes réfugiées ou nouvellement arrivées. Donc, on a de bons résultats et qui sont, je crois aussi, non pas liés au savoir-faire de Singa, évidemment il y en a, mais je crois à la capacité, à la résistance et à la volonté absolument incroyable de ces entrepreneurs. Par ailleurs, ils font le succès de ce pays, parce que eux se revendiquent moins de ce qu'était leur nationalité d'origine. Et d'ailleurs, une des choses que nous disent beaucoup des nouveaux arrivants qui sont dans nos programmes, c'est arrêter de nous demander d'où on vient. On sait d'où on vient, on se détermine désormais par rapport au territoire dans lequel on vit. Et Benoît, tu as également, donc on parle beaucoup de l'Ukraine en ce moment, tu as déjà aidé ou été sollicité par des projets émanant d'Ukrainiens ou pas encore? Alors oui, déjà dans les incubateurs, il y en a 100 000. Ce qui est formidable, je trouve, avec ce qui s'est passé sur l'Ukraine, c'est qu'il n'y a pas un Ukrainien dehors. Pourquoi? Parce que les pays européens ont montré que quand ils voulaient inclure, ils y arrivaient. Je le dis parce qu'au passage, c'est un peu moins vrai pour les Afghans et pour les Érythréens, par exemple. Et pourtant, il y a autant d'entrepreneurs afghans, érythréens qu'ukrainiens dans nos programmes. Et donc, on a beaucoup d'Ukrainiens dans nos programmes. Beaucoup d'aptitudes sur les questions de tech et d'informatique, qui sont très utiles d'ailleurs, qui permettent des créations d'entreprises assez nombreuses. Mais en réalité, si je devais être parfaitement honnête, sur les 100 000 Ukrainiens qui sont venus en France, beaucoup d'entre eux ont le projet de repartir. Quand même. Ils veulent rentrer quand même. Ouais. Ou alors aller ailleurs, pardon de le dire comme ça aussi, parce que la France a perdu aussi de son attractivité, ou aller dans un autre pays que la France. En Allemagne ou en Angleterre? En Allemagne, en Espagne, au Portugal, c'était le cas, évidemment aux États-Unis, mais on n'est pas dans le top des Benoît, pays tu dialogues devant des dirigeants d'entreprise, patrons de PME, de TI, des gens formidables, on les aime très fort. Comment ils peuvent t'aider? Parce qu'au départ, je pensais que Singa était 100% public, et tu m'as dit, Alain, c'est exactement le contraire. Ah oui, voilà. Et ils peuvent t'aider avec des sous, avec du temps, avec, je sais pas, avec qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce type de projet? Alors nous, on est une boîte qui est financée essentiellement par la fondation Visa, par le groupe L'Oréal, un peu par la fondation BNP Paribas et beaucoup par l'assureur italien Generali. Ça tombe bien, ce sont de fidèles membres du club. Bon, voilà, on a des grosses boîtes. Puis t'en veulent pas les assureurs alors? Non, mais je suis arrivé après. Et en fait, donc on a des gros partenaires privés qui s'intéressent aussi à une autre dimension qui concerne cette fois-ci leurs propres organisations et leur propre politique managériale. C'est toutes les questions d'interculturalité, de diversification du recrutement, d'inclusion. Et donc on développe aussi des prestations de conseil. Mais c'est vrai qu'on est une entreprise entreprise sociale, qui avec toute une série de chapitres, avec un statut associatif, qui ne fonctionne que sur la base du mécénat, de la RSE. Et le seul programme que l'État finance, c'est le programme d'hébergement qu'on a mis en place, qui s'appelle J'accueille, qui est un programme d'hébergement des réfugiés par les citoyens. C'est un programme qui marche très bien, qui a un impact absolument incroyable, et qui est le seul programme sur lequel l'État met significativement de l'argent. Sinon,
on est effectivement une entreprise qui remplit 7 des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies et qui s'inscrit dans les stratégies RSE, mécénat et philanthropique de beaucoup de fonds, de fondations, de fonds de dotation et d'entreprises. Et donc on est en permanence à la recherche de sous. Ouais, à la recherche donc, de partenariats. De partenariats. Donc ça veut dire que tout un chacun peut, s'il le souhaite, se renseigner et puis donner un petit peu de sous. Quoi. Ouais. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 7 millions, il y a une idée d'un objectif, en se disant on sera dans plus de villes, il faudrait qu'on arrive à 10 millions. C'est quantitatif, c'est en fonction des opportunités que tu pourras avoir. Là, on a un gros programme qui va se développer cette année sur la rive gauche de la Méditerranée, avec des pays cibles, Maroc, Tunisie, Liban, sur lesquels nous avons envie de nous développer parce qu'il y a des besoins et puis parce qu'il y a du désir de Singa, c'est-à-dire de travailler. Quand on y vient juste avec des méthodologies. On n'y crée pas des ex nihilo nos structures parce que les gens savent très bien faire sur place. On fait du partage de méthodos et du partage entièrement gratuit, et qu'on ne vend rien de ce qu'on transfère. Et c'est comme ça que, par exemple, sur l'Ukraine, nous avons fait un programme qui est un programme auprès de 14 ONG polonaises, moldaves, roumaines et hongroises de partage entièrement gratuit de nos méthodologies d'hébergement citoyen pour qu'elles créent des structures. S'il avait fallu qu'on demande l'autorisation à Orban en Hongrie de faire Singa, ça aurait mis... je pense que ça ne sera toujours pas créé. Par contre, transférer nos méthodos, c'est possible. Et là, en réalité, les financements, ce sont juste les coûts pour nous déplacer, de monter les formations et de les faire. Ça coûte en réalité rien, quelques dizaines de milliers d'euros, et ainsi, on forme 14 ONG qui développent des programmes. Et c'est ce qu'on va faire sur la rive sud de la Méditerranée, sur les questions d'incubation dans ce qu'on appelle un environnement interculturel. Tu adores le sport également. Brest, qui n'est pas très loin de la ville dans laquelle tu es né, hein, donc est 17e de L1. Le Stade brestois. Le Stade brestois. Est-ce que l'année prochaine, ils sont toujours en L1 ou pas? D'abord, ils perdent plus depuis 5 matchs. 4 nuls et une victoire. Donc, tu suis. Hein. Ouais, je suis. L'équipe, c'est quand même génial, le Canard. Et le Stade brestois. Non, mais je pense qu'ils vont se maintenir. C'était compliqué, mais je pense qu'ils vont se maintenir. Mais après, moi, si je suis comme toi, mon club de cœur, c'est l'OM. Donc, j'étais bien content aussi hier soir. Donc, on est quelques-uns comme ça. On lève pas trop la main à Paris, mais c'est. Alors, ce que vous n'avez pas dit par ailleurs, c'est que c'est mon cousin par alliance. C'est pour ça que je suis invité. Hein. Ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est mon cousin en plus. Et donc, Benoît adore aussi le rugby. C'est rare parce que généralement, c'est l'un ou l'autre. Mais nous, ça nous fait aussi un point commun supplémentaire, c'est qu'on aime le rugby et le foot. Tu as joué dans l'équipe des parlementaires à l'époque? Oui, et alors j'ai même gagné le prix de Slap of the Match, c'est pour parler aux Anglais. Il est où, David? Alors en fait, même avec les parlementaires, ça dégénérait parfois, et même souvent même. Et contre le Pays de Galles, on faisait des matchs en parallèle du tournoi Destination. Et un jour, moi j'étais ailier, donc tu vois, j'ai pas un gabarit de deuxième ligne, troisième ligne. Pas avec les gros. Et je me fais jeter, on était au bord de la touche, je me fais jeter comme un vulgaire fétu de paille en touche, et je me relève outragé. Voilà, et je tombe face à un mec qui faisait 2 mètres, un jeune en plus, parce que les Gallois utilisaient leurs assistants parlementaires pour faire les matchs de rugby. Ça, les Gallois là. Et donc, comme j'étais tellement près de lui, mais que je ne pouvais plus ne rien faire puisque j'avais fait le cacou, ouais. Donc je lui ai mis une tarte, tu vois, mais j'étais vraiment. Alors donc je lui ai mis une tarte, et comme lui était grand, il a voulu me mettre un coup de boule, mais il n'arrivait pas parce qu'en fait j'étais trop petit. Bon, après c'est parti en général, et après j'ai gagné le prix de la claque du match, voilà, le slap of the match, ce qui était pour moi un grand honneur. Et puis alors pour être complet, c'est que j'étais capitaine du 15 de France parlementaire qui a battu les Anglais. Après un mémorable traquenard des Anglais à la Chambre des communes où vous avez voulu nous saouler tous, et on avait saouler un Breton, faut se lever quand même tôt. Mais ils sont pas mauvais non plus quand même. Oui, remarque, les Anglais sont pas mal aussi. Les questions spontanées, Fred pour la première question, et puis Aramis pour la deuxième question. En fait, il y a une réalité des migrations, il ne faut pas la cacher, c'est que, et puis je vais vous poser les chiffres, parce que ceux-là, ils ne changeront pas, les migrations, elles ont augmenté de 60% sur les 30 dernières années. On anticipe, et les chiffres augmentent chaque année, autour de 216 millions de déplacés climatiques, qui ne sont pas que des déplacés internationaux, ça peut être des déplacés à l'intérieur d'un territoire, mais d'ici 2050. Et le changement d'échelle, il va se poursuivre. Et je me permets juste de dire ça, dire qu'on est pour les migrations,
comme on pourrait penser que je suis pour la migration ou contre les migrations, c'est aussi absurde que de dire je suis pour ou contre le soleil. C'est que ça existe. Oui, Et c'est absolument, c'est un fait incontournable. Et plus vous mettez de barbelés, plus en réalité vous augmentez la part de l'immigration illégale. Donc en fait, vous recréez des problèmes ailleurs. Donc il faut regarder les migrations pour ce qu'elles sont. C'est que quitte à ce que ça en choque certains d'entre vous, mais je pense que, en tout cas, les faits ne me contrediront pas dans 10, 15 ou 20 ans, le métissage de nos sociétés va se poursuivre. Et il va se poursuivre. Et la question est de savoir, est-ce que nos valeurs communes, celles qu'on a en commun dans la République, on les fait vivre et comment et quels moyens mettons à inclure plutôt qu'à exclure. C'est vraiment le grand débat des années à venir. Du coup, on est pays nous-mêmes d'émigration, toujours, d'immigration et de transit, comme à peu près tous les pays. Avant, il y avait des pays dont on partait, des pays dans lesquels on arrivait, et des pays de transit. En fait, tous les pays sont devenus un peu de tout, et on a des problématiques très différentes qui se posent. Et aujourd'hui, ce que fait Singa, parce que c'est une ONG donc européenne, c'est qu'on est sollicité ou par d'autres grosses ONG, ou par, ça peut être la GZ, c'est-à-dire l'Agence française de développement, mais allemande, donc l'équivalent de l'Agence française de développement, ou l'AFD, pour développer des programmes dans ces pays dans lesquels les ONG ont besoin de, non pas de parrains, parce qu'on ne les parraine pas, mais d'autres ONG partenaires pour leur transférer des méthodos. Et ce qu'on fait beaucoup, en tout cas dans l'Europe orientale, où on se développe aujourd'hui à raison de la crise, de la guerre en Russie et de la crise des réfugiés ukrainiens. Ça veut dire lien en lingala, donc créer des liens entre les nouveaux arrivants et les communautés qui le rejoignent. Et en bambara, ça veut dire prêt. Et comme nous, le pari qu'on fait, c'est de prêter du capital social à des gens qui l'ont laissé derrière eux. Et le capital social, c'est du réseau. Et c'est pour ça que le programme qu'on a d'hébergement des réfugiés chez les citoyens a tant d'impact, c'est-à-dire en termes d'accès à l'emploi ou au logement, c'est que la personne réfugiée va se nourrir du réseau qui est le vôtre pour avoir plus facilement apprendre plus facilement le français déjà et avoir plus facilement un boulot et un logement derrière. Donc c'est du prêt de capital social. Et qui a inventé ce nom? C'est toi? Non, c'est le fondateur qui est un jeune Français en 2012. Qui s'appelle Guillaume Capel, qui a créé Singa parce qu'il avait fait un volontariat service non, on n'appelait pas civique, service long. VSN, si, VSN. Oui. En Australie, il avait travaillé sur les programmes d'inclusion. Il avait découvert justement le gâchis de gens qui restaient en rétention dans des centres et qui avaient un potentiel incroyable. Et il s'est dit, c'est pas possible qu'on passe à côté d'une richesse pareille. Donc faisons cela. Et ce sont des Français qui ont créé Singa. Et le modèle Singa aujourd'hui marche beaucoup, y compris dans le reste de l'Europe avec des partenaires. Donc on est assez content de ce modèle-là. On n'est pas, nous, sur les modèles qui sont les modèles lourds, qui sont gérés ou par des gros acteurs type France Terre d'Asile et d'autres, qui assurent l'hébergement, notamment l'hébergement collectif. Il y a ensuite des trajectoires résidentielles avec des possibilités de pouvoir accéder au parc social. Nous, la seule solution sur laquelle on intervient, c'est une innovation issue de nos rangs, c'est le programme J'accueille, qui est une solution complémentaire, d'ailleurs, sur laquelle on est en négociation avec le gouvernement sur je ne sais pas si vous connaissez ça, ce qu'on appelle les contrats à impact social, il y a une seule banque principalement en France qui les structure, qui s'appelle la BNP, où le modèle est assez simple, c'est que nous fixons des objectifs en termes d'impact. La banque prend le risque et l'État, au bout de 5 ans, si on a atteint nos objectifs, rembourse la banque avec une prime. Et ce sont des modèles de financement d'activités d'intérêt général qui sont arrivés d'ailleurs au moment où j'ai été ministre, où on a fait venir ce modèle-là, on l'a créé, et qui se développent un peu et qui peuvent être complémentaires d'activités d'intérêt général qui sont prises en charge par les acteurs classiques que sont ou les collectivités ou l'État. Et donc ce programme J'accueille va être un programme qu'on passe à l'échelle. On était dans 4 villes, on est passé dans 10. Et on va passer dans 45 villes en France. On s'est développé aussi en Belgique. Et on le développe, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, aux marches de l'Union soviétique, de la Russie. Oui. Le lapsus est révélateur. Tout à l'heure, on a parlé des francs pendant la conférence aussi. Voilà, de la Russie. Puisqu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des besoins liés au mouvement de population venu d'Ukraine. Et on anticipe que les besoins pourraient ne pas s'arrêter là si la déstabilisation persiste, donc aux marches de la Russie. Oui. Alors, pour terminer, donc avec une épouse qui est 50% catalane,
et 50% danoises. Pourquoi est-ce qu'ils nous battent tout le temps au hand? Toi qui adores le sport, quoi. C'est insupportable quand même, non? Ouais, mais ils sont bons. Ça veut dire que quand t'es petit, tu peux être bon, quoi. Ouais. Ça te rappelle les Anglais. Bon, allez, on embrasse et on salue Merci à vous. chaleureusement Benoît. Bravo, Benoît.